Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et comme vous pouvez le voir au titre, aujourd'hui on va parler du streetwear comme nouvelle commodité. Faut savoir, tout cet été, je me suis amusé à étudier des sujets sur lesquels je suis énormément passionné, tels que la culture streetwear, la culture sneakerhead ou encore la culture hypebeast. Après avoir vu une trentaine de vidéos et après avoir lu une dizaine d'articles, il y a un article qui m'avait énormément frappé et dont je voulais faire un commentaire et du coup cette vidéo YouTube. Le nom de l'article, c'était What Happened to Youth Culture. Dans cet article, justement, on essaie d'expliquer comment on est passé de quelque chose de très culturel, où est-ce que les gens achetaient vraiment plus le produit, que où est-ce qu'on achète vraiment le produit pour le revendre, plus le complexe con, etc. Tout ce qui en suit, le sneaker event. Comment on est passé de rien à tout ça. Je vais juste vous lire la fin de l'article parce que c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est un commentaire de Jan Dillion, qui est le directeur éditorial de Ice Nobiety. Pour ceux qui ne connaissent pas Ice Nobiety, c'est un média justement qui est avec une ligne éditoriale qui est sur la culture hip-hop, le streetwear, etc., etc. Il fait ce commentaire, We live in an area where everything that can be commodified probably has been. On vit dans une ère où est-ce que tout a déjà été commodifié. Ici, ça ne l'a pas été fait, ça l'a déjà été fait. Et bizarrement, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a rappelé que j'ai eu une brosse à dents Suprême que j'avais eu quand j'avais acheté, je crois, le t-shirt de l'ouverture de la boutique Suprême. Bref, j'avais acheté un truc chez Suprême un jeudi et on m'avait donné une brosse à dents en gifting. Et bah, à cette époque-là, je savais que la brosse à dents, je pouvais la revendre 30 à 40, voire 50 euros. Et c'est ça, en fait, qui est dingue. C'est comment on est passé de quelque chose qu'on te donne. Quand il sort du magasin, tu peux le revendre 50 fois son prix alors que tu n'as rien payé pour avoir ça. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer à travers cette vidéo. D'où vient l'origine de la commodification du streetwear? Comment on est passé d'une Nike SB Dunk qui sort en 2020-2021 et qui, en mars 2021, peut se revendre 1,9 fois son prix, et comment une brique suprême qui est sortie en 2017, aujourd'hui, s'est revendue à 275 euros, alors que le retail price, il était de 30 dollars, et j'ai converti 275 euros en dollars, et ça fait près environ 320 dollars, et ça fait une augmentation de 106%. Comment une brique suprême a pu prendre 106% justement d'augmentation? Comment on est arrivé à cette commodification du streetwear? Pour moi, l'origine de la commodification du streetwear, c'est le super-héros Michael Jordan. Pourquoi Michael Jordan, le super-héros pas du streetwear, mais plutôt de la communauté déjà afro-américaine? Même si Michael Jordan a joué au basket dans les années 80, c'est là où est-ce qu'il y a vraiment eu un switch dans la société pour les afro-américains, parce qu'avant, il y avait la ségrégation, il y a énormément de racisme aux États-Unis. Et du coup, un des seuls moyens de réussir en étant afro-américain dans la société, c'est soit d'être né dans une famille de riches afro-américaines, soit d'être un joueur de basket ou un joueur de baseball ou un joueur de NFL, ou soit d'être un jazzman, tel que Miles Davis ou Duke Ellington et encore d'autres chanteurs. Après, il y avait le blues, la soul, etc. Mais vraiment, on va dire, aujourd'hui, on a le rap. Eux, avant, ils avaient le jazz. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres genres qui existent, mais le genre qui faisait que tu pouvais percer et avoir la good life, c'était le jazz. Michael Jordan. Michael Jordan, c'est le super-héros des Afro-Américains parce qu'il y avait ce tu es ce que nous, on ne peut pas avoir la chance d'être parce que le système ne donne pas les clés pour qu'on puisse justement jouer en pro en basket. Même si par exemple tu veux faire du basket dans ton quartier, mais tu vas pas forcément avoir les bonnes infrastructures pour entrer dans les bonnes écoles, pour aller dans les bonnes universités, pour jouer en NBA. Et Michael Jordan, c'est un des très peu élus et c'est un des meilleurs joueurs de basket de toute l'histoire du basketball. Comment on arrive à ce que justement un produit de Michael Jordan ait de la valeur? Un produit de Jordan, ça a de la valeur tout simplement parce que, en fait, Michael Jordan, quand tu regardes un de ses matchs, il te fait ressentir des émotions que peut-être aucun joueur de basket peut te faire ressentir. Parce que quand on est, surtout nous les hommes, on a un lien avec le sport, on aime beaucoup regarder le sport et tout. Moi, j'ai mes projets qui fait que voilà, je regarde pas trop, mais j'aime bien regarder du sport. Tu ressens justement cette notion de hustle, cette notion d'accomplissement, cette notion de focus et tout, etc., que tu peux retrouver dans ton travail, dans ta vie personnelle. Et c'est tellement admiratif de voir par exemple quelqu'un comme Michael Jordan qui va pousser le jeu du basketball au plus haut point avec des stats incroyables. Quand tu es un gamin, et ben peut-être ton super-héros, ça va pas être Superman, mais ça va être Michael Jordan. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ressembler à ton super-héros. Parce que dans la culture hip-hop, que ce soit dans les athlètes ou dans les rappeurs, il y a beaucoup ce truc de s'habiller comme son rappeur préféré. Par exemple, Playboi Carti récemment, il s'est habillé comme Lil Wayne en 2010 avec justement son hoodie Bape. Même il s'est fait une sucette en diamant. En bref, il y a vraiment pas ce truc de cosplay, mais plus ce truc de respect et ce truc de ah, mon rappeur préféré ou mon athlète préféré, il a des pouvoirs, et le fait de prendre une partie de son ADN
va me donner les mêmes pouvoirs. Genre, tu te sens, entre guillemets, en sécurité ou tu te sens confiant quand tu portes, on va dire, quelque chose qui est fait pour toi au plus haut point ou d'un point admiratif. Voilà où est-ce que commence, on va dire, la valeur d'une paire de chaussures. Parce que pour moi, on va dire, ce qui fait que le streetwear s'est fait commodifier, ça commence déjà par la sneakerhead culture. Et la sneakerhead culture est née pour moi des paires de Michael Jordan. Vu que tu veux un peu l'ADN, l'aura de Michael Jordan, quels étaient les moyens de le faire? C'était soit d'acheter le jersey, soit d'acheter le short, soit d'acheter les baskets. Et c'est là que quand il a son contrat avec Nike, bah, il va sortir des baskets, l'Air Jordan 1, 2, etc. Moi, je vais plus vous parler parce que la photo qui va suivre après, justement, c'est la photo de la release en Caroline du Nord, la Air Jordan 11. Et la Air Jordan 11, par exemple, elle représente la période où est-ce que Michael Jordan revient dans le basket après sa retraite. Que ça soit volontaire ou involontaire, disons que Michael Jordan a 30 000 fans dans tous les États-Unis, ok? Mais Nike, de manière volontaire ou involontaire, décide de produire que 10 000 paires de chaussures. Mais sachant qu'il y a 30 000 fans, et bah tu te dis, ah ouais, par exemple, je sais pas les réseaux sociaux qui existaient en 1995, mais disons Facebook, t'es sur Facebook, ah ouais, tu vois qu'il y a 15 000 personnes qui veulent la paire de chaussures. Donc tu dis quoi? Tu as dit, ok, moi je veux ma paire de chaussures parce que je trouve que le modèle, il est excellent, il est incroyable. Je vais arriver devant le magasin à 3 heures du mat, comme ça je suis sûr d'être le premier. Je prends ma paire et je repars. Comme ça, tu sais que tu n'auras pas à faire la queue. Et bah, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé quoi? Ça a créé que la demande était supérieure à l'offre. Et comme la demande était supérieure à l'offre, ça a créé justement la culture, la chem culture. La chem culture, c'est quoi? C'est le fait de venir camper devant un magasin pour pouvoir acheter une paire de chaussures ou un vêtement, soit pour le porter ou soit pour le revendre. Comme je disais juste avant, la chem culture, le fait de venir camper devant le magasin le soir, on organise une liste, lui il est arrivé premier, lui dixième. Comme ça, dès que le magasin il ouvre, justement, généralement, c'est quoi? On donne la liste au directeur du magasin et comme ça, après, justement, on peut commencer le drop et distribuer les paires, etc., etc. Ensuite, une autre personne qui a participé justement à la commodification du streetwear, c'est Yeezy et Kanye West. Pourquoi Kanye West a participé à la commodification du streetwear? Parce que Kanye West est le premier artiste à avoir un contrat avec Nike. Lui, son but, c'était de concurrencer Air Jordan. Il a voulu créer Air Yeezy. Bon, le projet s'est arrêté. Vous connaissez Kanye West. Je vais pas raconter l'histoire. Mais si ça vous intéresse que je vous raconte la période de Kanye West chez Nike, dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo. Mais Kanye West, comme Michael Jordan, il représente un super-héros. Certaines personnes, grâce à la musique de Kanye West, ont pu être inspirées pour réaliser leur projet, dont moi. Certaines personnes ont pu battre leur dépression, certaines personnes ont pu avoir confiance en eux parce que vous connaissez Kanye West et son ego et son but à lui, c'est justement que les gens puissent avoir confiance en eux. Quand tu es un fan de Kanye West, il disait tu es un fan de toi-même. Ça crée ce sentiment de, encore une fois, si je peux avoir l'ADN ou l'aura, un pourcentage de l'ADN ou de l'aura de Kanye West, bah je le ferai. Ça ne peut pas être par exemple par rapport à ses vêtements parce qu'ils coûtaient un petit peu trop cher, mais le fait qu'il s'associe avec Nike fait qu'il peut sortir des chaussures pour 200 $, 250 $, 300 $, voire allez la plus chère, 350 $. Et il faut savoir que quand Yeezy a un contrat avec Nike, on parle de Kanye West, je dirais pas Prime, mais on parle de Kanye West Graduation. Donc ça veut dire il sort la trilogie College Dropout, Let's Registration, du coup Graduation. Il n'y a pas encore la scène au MTV Awards où est-ce qu'il dit Taylor Swift, you don't deserve, Beyoncé had the best video. Donc on n'est pas encore sur cette scène-là. Donc vraiment il y a une hype autour de Kanye West, donc il y a vraiment une réelle demande de la paire de chaussures. Et justement, encore une fois, volontairement ou involontairement, Nike décide de ne pas faire énormément de quantité qui crée encore le même phénomène que Michael Jordan. Les choses ont de la valeur parce qu'elles sont connectées émotionnellement avec une audience. Et c'est pour ça que pour moi, ça c'est un commentaire, c'est personnel, je ne pense pas que certains produits doivent être surproduits. Par exemple, un produit comme la Nike SB Dunk Panda qui peut faire 10 000, 100 000 pièces de volume, ça doit être un produit qui doit être accessible parce que pour moi, ça ne raconte pas réellement une histoire, c'est pas attaché à un sentiment ou quoi que ce soit. La paire elle n'a pas de valeur. C'est une paire noire et blanche. Mais par contre, une Air Yeezy, par exemple, où est-ce que ça va raconter une histoire ou la vision de Kanye West, pour moi qui est compréhensible que par les fans de Kanye West, c'est pas une paire qui doit être surproduite. C'est une paire qui doit répondre à la demande. Mais ça doit pas être inférieur à la demande. Répondre à la demande, c'est par exemple, ah bah Kanye West, il a 50 000 fans, bah disons on fait 30 000 paires parce que vous savez, il y a les clients potentiels et il y a les vrais clients. Mais par exemple, faire 10 000 paires alors qu'il y a 50 000 personnes qui sont fans de Kanye West, là c'est vraiment être en dessous. Et on sait que c'est justement, s'il y a 10 000 paires, mais il y a 20 000 personnes qui la veulent, justement, c'est ça qui fait que, ok, moi, je suis prêt à t'acheter ta Yeezy 300 €. Ah, désolé, moi, je vais pas te la vendre à 300 € parce que j'ai quelqu'un qui me la propose à 500. Et il y a quelqu'un qui peut entendre la conversation, il dit 1 000 € cash, j'achète tout de suite ta paire de chaussures. Parce que, justement, la chaussure, elle a de la valeur, mais aux yeux de qui? Pas aux yeux de la société,
mais aux yeux des fans de Kanye West et aux ceux qui sont fans de streetwear. Et c'est comme ça que la commodification du streetwear, elle est née. Ensuite, quelque chose qui a vraiment, pour moi, enfoncé le clou, c'est le streetwear de luxe. Pourquoi j'ai pris Supreme comme image pour représenter le streetwear de luxe et pas Off-White ou pas Louis Vuitton ou encore, je sais pas quelle autre marque j'aurais pu choisir, parce que qu'est-ce qui faisait que Supreme c'était du luxe? C'était pas sa valeur c'était pas sa valeur retail, mais c'était sa valeur resell. Un t-shirt Supreme que vous voyez sur A$AP Rocky, par exemple, le box logo, actuellement, il peut se revendre 300, 400, 500, voire 600 euros. Alors que le t-shirt, quand tu l'achètes en magasin, il est à 50, 60 euros. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive où est-ce qu'un t-shirt qui vaut 50 euros, il puisse se revendre 10 fois, voire 15 fois, voire 20 fois son prix? Tout simplement parce que, Supreme à la base, c'est un peu comme j'essaie de créer avec l'Union des architectes modernes. C'était la safe place des skaters un peu, des skaters chics. Ce que je veux dire par là. Les skaters trashers, c'est vraiment des skaters en mode jean troué, vraiment le skate trash quoi. Tu vois, on s'en fout de un peu comment on est vêtu ou quoi, Vans bien rock et tout, etc. Or que les skaters suprêmes, c'est les skaters, on fait attention à notre apparence et tout, on reste swag, on reste truc, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que Supreme allait représenter. Le pourquoi du comment, si vous voulez encore une fois que je fasse une vidéo de comment Supreme est passé de un petit skate shop dans New York à la marque que c'est aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Mais pour passer, et moi je vais plus particulièrement parler que de l'ERA 2015, c'est que en fait Supreme représente ce statement de je suis un gars, j'ai du flow, j'ai du goût et j'ai de l'argent. Par exemple, pour montrer à quel point Supreme a matrixé les gens, c'est sur le clip de Plug de Rich the Kid, Fit Quavo, Playboi Carti et Kodak Black. On voit Rich the Kid porter un ski mask Supreme, sauf que le clip a été tourné, il faisait pas spécialement froid, il neigeait pas. Mais qu'est-ce qui faisait ça? Parce que Supreme représentait ce flex de j'ai de l'argent, je n'ai peut-être pas le bogo, mais j'ai le ski mask Supreme, tu vois. Et il y a des gens justement qui sont en mode ah bah moi je veux être frais comme Rich the Kid, je veux acheter le ski mask Supreme. Sauf que quand tu arrives en magasin, bah il y a pas de ski mask. Donc tu te dis bah ok, où est-ce que je peux l'acheter? Groupe Facebook, et on te vend le ski mask, je sais pas combien il coûte, mais disons il coûte 70 euros, tu le vois à 200 euros, et bah bam, tu achètes le ski mask à 200 euros. Et ça se trouve, toi, tu es un influenceur, Yann Connor, bam, tu pètes un jour, les gens disent, ah, je vais être comme Yann Connor, tout le monde veut le ski mask, et encore une fois, la demande est supérieure à l'offre, qui crée une augmentation du prix de la valeur justement de l'objet. Et c'est comme ça en fait on est arrivé à une commodification du streetwear grâce à des marques telles que Supreme, des marques telles que Yeezy, mais Yeezy les chaussures, parce que Yeezy les vêtements, ça n'a aucune valeur actuellement sur le marché. Tu peux avoir un hoodie Yeezy Calabasas, tu le revendras under retail, tu le vendras jamais à un resale price over retail, c'est impossible. C'est vraiment les Yeezy. Il y a une raison de pourquoi une Yeezy avant, ça pouvait se revendre 2000, 3000 euros et qu'aujourd'hui tu peux en acheter, bah justement, tu vas à Snipes, c'est vraiment over distributed, c'est vraiment accessible en termes d'accès. Et l'aspect luxe pour Supreme, j'ai l'impression qu'il s'est passé la même chose, c'était Supreme représente la culture streetwear, mais sauf qu'il y avait un positionnement qui était vraiment premium, qui tirait plus vers des marques de luxe plutôt que vers des marques streetwear basiques. Ça veut dire que quand tu portais du Supreme, même surtout en 2017, tu veux porter par exemple un Bogo Supreme avec ton tracksuit Gucci et ta paire de Balenciaga triple S. Et les trois marques étaient au même niveau parce que ce que représentait Supreme en dehors du retail market était associé directement au luxe parce que c'était du luxe d'avoir du Suprême, parce que c'était rare, parce que justement, encore une fois, que ce soit là, c'était volontaire. Volontairement, les stocks étaient faibles, le volume était faible. Donc, ça veut dire que tu pouvais jamais avoir le t-shirt, tu pouvais jamais avoir le hoodie, tu pouvais jamais avoir la casquette. Tu allais toujours acheter un truc à côté. Et d'où c'est pour ça que des fois, quand il y a des drops, des gens n'achetaient pas des t-shirts, des pulls ou quoi. Ils allaient acheter la pelle parce qu'il y avait que la pelle qui était disponible. Mais le fait d'avoir la pelle veut dire que tu fais partie de la communauté suprême. Donc, tu peux quand même flex en disant, ouais, moi j'ai du suprême chez moi, même si tu n'as que la pelle. Mais le vrai réflexe, c'est d'avoir le bogo. Si tu arrivais au lycée, parce que moi c'était quand j'avais 16-17 ans, mais quand tu arrivais au lycée avec un sweat suprême, un t-shirt suprême, on te voyait comme un boss. Tu étais vu comme le boss de fin de jeu. Et c'est ça pourquoi je parle de streetwear de luxe, c'est parce que un t-shirt Supreme avait beaucoup plus de valeur qu'un t-shirt Louis Vuitton. Parce que Supreme s'était connecté à la youth culture. C'était ton rappeur préféré, pouvait relate avec. Par exemple, moi, mon rappeur préféré, c'était Travis Scott. Je voulais m'habiller comme Travis Scott. Travis Scott, il avait du Supreme. Donc, je voulais du Supreme. Sauf que avoir du Supreme, ça coûtait cher. C'est ça dont je parle de streetwear de luxe. C'est que la valeur over retail
avaient une valeur justement qui était similaire à des prix d'une maison de luxe. Et qu'est-ce qui a confirmé que Supreme avait une vraie valeur et que la communauté streetwear, justement, c'était une commodité qu'on ne pouvait pas sous-estimer parce que sa capitalisation boursière était énorme. Enfin, sa capitalisation monétaire, je dirais pas forcément boursière parce que c'est pas rentré à la bourse, mais sa capitalisation monétaire était tellement énorme qu'on ne pouvait plus fermer les yeux sur cette communauté. C'est la collaboration entre Supreme et Louis Vuitton. Quand Louis Vuitton dit oui, on collabore avec Supreme, merci Kim Jones pour les travaux, c'est vraiment ce tampon de la culture streetwear est validée. Aujourd'hui, avec le recul, quand je vais vous montrer la vidéo de Camino TV, vous allez voir, il y a beaucoup des gens qui sont allés à ce pop-up, ils sont allés pour acheter les produits, pour les revendre. Ceux qui vont acheter pour porter la collaboration Supreme X Louis Vuitton, bah, ça va être les clients Louis Vuitton, ça va pas être les clients Supreme. Parce que rappelez-vous, un item Supreme en boutique, un t-shirt, c'est 60 euros. Là, le t-shirt, il était à 400, 500 euros. Donc, ça veut dire qui peut se permettre d'acheter pour porter. Est-ce que c'est les gens qui sont dans le streetwear? Pas spécialement. Ça va être quelques personnes de l'élite de la communauté streetwear, tels que les rappeurs ou encore, bon, il n'y avait pas les streamers à l'époque, mais plutôt les youtubeurs, les influenceurs de l'époque ou les rich kids qui pouvaient se le permettre. Mais les gens de la communauté, comme moi, par exemple, bah, on pouvait pas s'acheter du Supreme Louis Vuitton. On rêvait de s'acheter pour porter, mais c'était pas possible. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je peux par exemple acheter le t-shirt Supreme Louis Vuitton, mais je peux pas encore acheter le sac. Le sac, peut-être, je vais devoir attendre encore peut-être 2, 3 ans, voire 4, 5 ans. Et me dire, ah, j'ai 10 000 euros. Ah, j'aimais bien le sac à dos rouge et tout, etc. Bah, vas-y, en tant que archive pièce, mais la pièce, elle aura déjà peut-être 15 ans. Donc, c'est 15 ans après que je suis client vraiment de Louis Vuitton Supreme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve que le move est super important parce que ça a permis de légitimiser la créativité du streetwear, justement avant l'arrivée de Virgil Abloh chez Louis Vuitton et tout ce qu'il a pu faire chez Off-White. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer la vidéo de Camino TV qui justement se rend au pop-up et on va un peu analyser les réponses qui sont faites à ce sujet des personnes qui ont eu la chance d'aller au pop-up. Donc c'était au HQ de Louis Vuitton, situé à la Samaritaine, quand la Samaritaine était encore en travaux. Et ça, c'est vraiment 2017 coded, le hoodie Off-White, le jogging Adidas avec la paire de Yeezy, le Shark Babe. Vous voyez, il y avait vraiment des marques il y avait vraiment un écosystème. C'était Off-White, Babe, Supreme, Stussy. Il y avait vraiment des marques de cette époque que tu portais. Et comme je vous disais, par exemple, là, vous avez vu les 2 dernières personnes, c'était des resellers. Par exemple, là c'est Larry Destock, je pense que certains le connaissent. Il n'a pas acheté la veste pour la porter, il a acheté la veste pour la vendre. Aujourd'hui, grosse collab, Suprême, Grosse collab, mais Louis Vuitton, c'est une sorte de confirmation pour le streetwear, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah, je pense qu'ils ont voulu prendre une petite part de marché en vrai, parce qu'en 2001 ils ont porté plainte, tout ça, ils ont dit ah ouais, utilisez pas notre queutru, tout ça. Mais ils ont vu que ça pète, ils se sont dit bon allez vas-y on va prendre un Yebi, on va toucher d'autres gens. Parce qu'ils sont en déclin, tu vois, et Gucci, tout ça, ils sont venus avec un truc, le serpent, l'abeille, tout ça, Ouais, tout le monde renouveau. porte, là, Ouais. un renouveau, t'as les ouf. Balenciaga, ils sont en train de regrader des parts de marché, vêtements, tout ça, ils se sont dit oh, faut qu'on trouve un truc. Ils se sont dit oh, Suprême. Alors c'est très intéressant justement ce qu'il est en train de dire parce que c'est vrai que le luxe de manière générale, c'est la cible du luxe et c'est dans ça qu'on est actuellement. C'est des gens qui ont entre 35 et 50 piges et ils vont pas spécialement s'intéresser à la base à la Gen Z ou aux jeunes ou à la youth culture. C'est vraiment on reste entre personnes âgées, entre personnes âgées et entre riches. Et ce qui s'est passé justement en 2015, 2016, 2017, c'est que par exemple des marques comme Gucci sous la direction d'Alessandro Michele faisaient des designs un peu plus portés sur la youth culture, des marques comme Balenciaga justement avec Demna comme directeur créatif qui vient de chez Vêtements. Il faut savoir que Vêtements a énormément fonctionné parce que pourquoi? Kanye West portait du vêtement, enfin beaucoup de stars, mais donc Kanye West portait du vêtement. Donc les gens, comme je vous expliquais plus tôt dans la vidéo, veulent s'habiller comme Kanye West. Bah ok, vas-y. Et on était à une époque où bah, il n'y avait pas déjà de grande crise économique, il n'y avait pas encore de pièces comme des vêtements, comme des off-white. Il n'y avait pas encore ce streetwear luxe.
ça n'existait pas vraiment encore, c'était nouveau. Donc quand en fait ça arrive, les gens sont en mode ah j'arrive dans quelque chose de nouveau et je veux dire que moi j'accède à quelque chose que tout le monde n'a pas. Et comme il y avait cette volonté justement dans cette communauté streetwear, que ça soit en France ou plutôt à Paris, aux States ou encore au Japon, en fait c'est pour ça que quand c'est arrivé, les gens se ruaient dessus. Et c'est pour ça que des marques comme Louis Vuitton se sont dit ah ouais, il y a une vraie commodité autour du streetwear pour que nous on puisse se dire ok, je sais que la collab elle va vendre parce qu'ils ont vu des marques comme Gucci, Sold Out, bah justement, il y avait le jean avec les embroideries, le snakes, etc., etc. Ils ont vu des marques comme Balenciaga, Sold Out, leur hoodie Balenciaga, les Triple S. Donc, il y avait vraiment, on va dire, des confirmations qui faisaient que on peut aller et que justement, les jeunes, enfin, la Gen Z, les jeunes avaient vraiment de l'argent. On continue, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Bon, Kim Jones s'y kiffait, et voilà, ça s'est fait, tu vois. Je pense que c'est une belle opportunité pour Louis Vuitton de développer son amplitude et son aura autour de la France et ailleurs. Déjà qu'on aime, mais là la jeunesse elle va être super axée dessus je pense. Et après bon voilà, ça n'échappe pas aux autres marques et la hype qu'il peut y avoir aussi évidemment avec les autres collabs de Suprême et Louis Vuitton. Voilà. Mais c'est bien, je pense que là c'est la jeunesse vraiment qui se jette dessus. Et si elle peut se le permettre, qu'elle le fasse. Voilà, qu'elle le fasse. Je pense que ça fait plaisir un peu qu'ils fassent des grosses collabs dans le genre, que ça montre qu'il y a un vrai effort pour s'ouvrir un peu sur un autre marché, prendre le monde du luxe. Ouais. Parce que Supreme au final avec tout ce qu'il faisait, c'était un produit de luxe, mais c'était pas entièrement luxe. C'était un marketing luxe, etc. Des collections limitées en mode luxe, mais c'est pas encore fait dans le luxe. Après ça leur permet de faire tomber les prix aussi, hein. Ah oui, il soulève un point que j'ai oublié de dire justement quand je vous introduisais Supreme, justement, comme le Luxury Streetwear, c'est parce que la communication de Supreme, en fait, elle était un peu tirée du luxe. Ils n'allaient pas faire de défilés, mais chaque collection, bah justement, c'est Fall Winter, Spring Summer, des termes qu'on retrouve justement dans le monde du luxe, dans le monde designer. Donc il y avait vraiment des codes du luxe qui étaient repris par Supreme, qui faisaient que, en fait, ils étaient les seuls à le faire. Qui faisait que, comme ils étaient les seuls à communiquer de cette manière-là, comme un vêtement pouvait communiquer ou comme un off-white pouvait communiquer, ben en plus, tout ce que je vous ai expliqué auparavant, c'était vraiment considéré comme la marque de luxe du peuple. Parce que ça soit en boutique, on pouvait trouver ça un petit peu cher, non, c'était pas en boutique, c'était cher, c'était juste, c'est difficile d'accès, comme ça peut être difficile d'accès d'une manière monétaire pour une marque comme Louis Vuitton. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être cher par le prix, mais ça va être cher par le moyen d'accéder au produit. Là c'est du bif, hein. Ça part fort. Donc je pense que ouais, ça fait plaisir pour tout le monde, hein, des deux côtés, hein, même pour Luvie. Ça va faire une exposition un peu plus grosse. Luvie vendait beaucoup de bails pour les jeunes, pour les mecs un peu plus street. Il y avait beaucoup de bails, mais ils n'avaient pas trop cette image. Et là au moins ça va permettre de dire voilà, on fait une collection pour vous, on est là aussi. Moi je pense au fond c'est bien parce que ça se diversifie, tu vois. Et on reste plus dans le suprême qu'on connaissait, qui était une marque de skater. Vraiment, ça s'élargit. Le seul truc après, c'est qu'on n'est pas forcément prêt pour les prix. Ah, ouais, puis c'est bien violent. Ouais, gros. Et c'est par miracle que j'arrive à avoir au moins une pièce, tu vois, je suis grave content. Il faut que je profite de ça, quoi. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Ouais. Ça tombe bien, c'est les grandes vacances, on va dire. On va partir au soleil. Non, sérieusement, je sais pas trop quoi en penser. Je suis étonné d'une chose, c'est qu'il y ait moins de gens ici que pour des sorties suprêmes lambda. Ouais. Pour les inscriptions de lundi ou autre. Tu t'attends à plus de clientèle du coup? Ouais, à plus de clientèle et à plus de Chinois. Et c'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Et justement, la personne, avant, j'ai oublié son prénom, mais lui aussi, il faisait du resell. Je crois qu'il a arrêté. Maintenant, il est il fait du conseil en images. La dernière fois, j'étais tombé sur son Instagram, je crois que c'est ça. Et il disait, il y avait beaucoup de Chinois. Parce que, en fait, en vrai de vrai, ceux qui ont permis au streetwear de luxe vraiment de fonctionner, c'est le marché asiatique. La première boutique Off-White, elle est ni ouverte à Milan, ni ouverte à Paris. Elle est ouverte à Hong Kong. Et enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le sujet de pourquoi et comment la Chine, comment l'Asie plutôt a contribué au luxe ces 10 dernières années, je peux vous faire une vidéo aussi sur le sujet. Dites dans les commentaires. Mais ce qui est super intéressant, c'est que en fait, il a dit à beaucoup de Chinois parce que c'est vraiment la culture asiatique. En fait, en Asie, dans les années 2010, il y a eu une création de millionnaires je n'ai pas le chiffre, mais qui a été énorme. Et comme justement, comme tout être humain, quand tu as réussi, que tu pars de rien, tu as envie de montrer que tu as de l'argent. Comment tu montres que tu as de l'argent? Via le luxe. Donc ça va être les voitures, les maisons ou les vêtements. Off back then, so I'm actually quite amazed that they made it that far and that they really got a collab with Louis Vuitton. So, well, I think
they can be quite proud of themselves. So. Ça a un réel impact, mais après, de ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a eu un réel dégoût en fait de l'organisation, non pas de l'organisation, mais de... Enfin si, de l'organisation, mais générale du pop-up, tout simplement parce que j'ai vu des gens dans les queues qui partaient parce qu'il n'y avait plus les items telle ou telle chose. Je trouve que ça a été mal organisé d'une part parce que, par exemple, de choisir 2 articles textiles, ça n'a pas permis au centième, par exemple, de ne plus avoir, c'est-à-dire qu'à partir de 50 personnes, il n'y avait plus rien en termes de textile, c'est-à-dire arc logo, box logo hoodie, le box logo tee, il n'y avait plus de porte-cartes, donc tout ça c'est parti très très vite. Moi j'ai cliqué ce que je voulais une écharpe, donc j'étais bien. Et puis voilà, après moi j'ai réussi à avoir quelques infos là-haut, genre concernant s'il allait avoir des choses ou... Toujours revenir. Ouais voilà, donc il va y avoir du rouge et tout, ça c'est... La maroquinerie rouge n'est pas arrivée. N'est pas arrivé, et en fait il va y avoir des sorties là-dessus. Après voilà, faut s'y attendre, de toute façon il faudra revenir, et pour pouvoir cliquer les items qu'on veut, normal. Tu vois, ils voient nos tenues, on est un peu en jogging, tout ça, on n'est pas très classe, tu vois. Et là, du coup, ça permet de montrer aussi que on est quand même présent et qu'on fait des bons trucs aussi, tu vois. Quand je dis on, la culture street, tu vois. On est bien reçus, hein. On est bien reçus, hein. J'ai vraiment rien à dire. Mais tu vois quand même qu'il y a une certaine façon de nous driver, tu vois. Nous expliquer les choses, nous mettre des sous-titres sur tous les trucs en nous expliquant bien que tu vois, il y a des règles ici comme si on savait pas respecter les règles. On est bien, on est disciplinés nous. On est des jeunes adultes. Je pense que la rue allait rentrer à faire Ouais, voilà, qu'on allait foutre le sbeul, mais en fait non. Ça, c'est un vrai luxe. Parce que c'est même pas New York, tu vois. Ouais. Et c'est à Paris. Mais en même temps, Louis Vuitton, c'est français. Donc forcément, c'est à Paris. Mais voilà, on est content. Bon après, qu'est-ce que ça apporte vraiment, réellement? Je sais pas, parce qu'en vrai, les petits neugeux qui portent du Suprême, pour se montrer, ils vont pas porter ça. Et les mecs qui portent comme nous, on va pas porter ça parce que c'est pas des... C'est les pièces trop m'as-tu vu. Louis Vuitton, c'est partout, c'est pas nos trucs. On aime bien les trucs discrets, les vieilles pièces. Après, c'est un vrai délire et franchement, ça fait plaisir que les trucs ils changent, tu vois. Non, les produits sont de qualité, tu vois. Après, tu vois, j'ai rien contre le Zahir, mais tu vois, le hoodie rouge. Avec brandé Louis Vuitton partout là. Way Le too monogramme, much. c'est compliqué. C'est compliqué, il faut l'assumer, mais il faut vraiment avoir envie de le porter. Il faut avoir envie de dire, ouais, je l'ai. Tu vois. Est-ce que tu penses qu'une autre marque de streetwear et une autre marque de luxe peuvent collaborer et avoir autant d'impact? Si vous avez par exemple une collaboration Bape Gucci, ça pourrait être ultra lourd. Ça va de fou. Ça va de fou. Non. Non, Bape, je crois ils ont pas collaboré avec une marque de luxe encore. Non. Mais c'est Gucci qui a collaboré avec Adidas. Mais bref. Je pense pas, hein. Peut-être avec Gucci. Ouais, Gucci. Peut-être Gucci. Mais là vraiment c'est du lourd, vraiment par rapport. Là vraiment la rivalité elle est compliquée. Hein. Ouais. T'as vu, je pense Bape avec un bail comme Gucci ou Balenciaga, tu vois. Ah, on a quand même tapé dans Suprême. Et c'est très drôle dans les marques qu'ils citent parce que, en fait, ces deux marques, Gucci et Balenciaga, en fait, c'est des marques qui, après, ont collaboré avec des marques beaucoup plus mainstream. Je dirais pas streetwear parce que Adidas, c'est plus du sportswear que du streetwear. Comme là, ils ont collaboré avec Puma. Encore une fois, c'est plus du sportswear que du streetwear. Par contre, Gucci, eux, ont collaboré avec Palace, qui est une marque streetwear, qui est une marque de skate. Et ce que je trouve drôle, c'est qu'en fait, la collaboration, elle y a eu 3 ans après cette collaboration avec Louis Vuitton. C'est un peu comme si Gucci était un peu... Enfin, ce qui est drôle, c'est que Gucci avait vraiment énormément d'impact dans la communauté streetwear, dans la youth culture. Pourquoi? Parce que la youth culture, dans les années 2010 plutôt, était représentée par le hip-hop. C'est pour ça qu'on dit que Migos, c'est des rockstars. Parce qu'avant, la youth culture était plutôt représentée par le rock et le punk. C'était ça qui allait vraiment être les idoles de la youth culture. Comme par exemple, t'as 10 ans, t'es adolescent, tu regardes Camp Rock, t'as envie d'être comme Nick Jonas. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, toutes les idoles qui nous inspirent, etc., ça a changé. Et par exemple, Gucci était porté par Gucci Mane, par Lil Pump, par énormément de rappeurs, Rich the Kid, etc. Donc, les trois marques de luxe vraiment qui dominent le marché, c'est Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga. Donc, si on se dit, s'il y a une autre collab qui va se faire avec une autre marque, il y a quoi comme marque qui a de la valeur actuellement sur le marché? Suprême, Bape. À cette époque-là, j'aurais dit, ouais, Palace, hein. J'aurais dit Palace, 2017, Palace. Je vois pas une autre marque vraiment, ouais, sinon c'est Off-White. Mais Off-White, c'est pas des marques de streetwear. Enfin, c'est pas une marque de streetwear en mode comme Suprême. C'est vraiment une marque de designer. Donc, je vois pas une autre marque avec qui ils auraient pu faire une collab. Mais je trouve ça intéressant ce qu'il dit. Et vous voyez qu'en fait, toutes ces collabs, finalement, 3 ou 4 ans après, elles sont arrivées. Mais Louis Vuitton a été avant-gardiste
dans ce mouvement de s'associer ou collaborer avec des marques de streetwear ou de sportswear. Et c'est pour ça qu'après, Virgil, il fait la collab avec Nike. Bon, dommage, ça a donné que des paires de chaussures la disparition de Virgil Abloh. Mais je pense qu'il y aurait beaucoup plus de pièces et de collections Nike X Louis Vuitton si Virgil serait de notre monde encore une fois, parce qu'il aurait la vision d'associer les choses d'une manière dont personne n'était capable de le voir et de le percevoir. Enfin bref, terminons la vidéo. Ouais, on a quand même tapé dans Suprême. Après voilà, il y a eu des belles marques qui ont collaboré avec LV, comme Fragment qui a fait des beaux trucs. Après c'est pas le même délire. Fragment c'est beaucoup plus noble. C'est beaucoup plus noble. Et après, non franchement je vois pas. Enfin un peu. Et Fragment, qui est la marque de Hiroshi Fujiwara, qui est considéré comme le parrain du streetwear au Japon. Et justement, qu'est-ce qu'il voulait dire beaucoup plus noble? En fait, je le comprends. C'est juste que Hiroshi Fujiwara, quand il fait Fragment, ça a vraiment avec un objectif qui est vraiment très design, très poussé, très recherché, justement catégorie designer. C'est pas dans une catégorie streetwear, même si Hiroshi Fujiwara, il adore le streetwear. Et justement, encore une fois, comment Air Jordan 1 Fragment aujourd'hui vaut des milliers d'euros, parce que justement, c'est ce que Hiroshi Fujiwara représente. Peut-être à Paris, en France, quelqu'un ne connaît pas Hiroshi Fujiwara, il est en mode, mais pourquoi cette Jordan, elle coûte 2000 euros? Mais au Japon, eux, ils savent que ce gars-là, s'il a pris telle couleur, telle matière, c'est pour une raison, et la paire au Japon, elle vaut quelque chose. Et parce que la paire au Japon, elle vaut quelque chose, pour les gens qui connaissent le streetwear japonais, savent que à Paris, cette paire, elle vaut quelque chose, à Londres, pareil, etc. Qui fait que partout où tu iras dans le monde, la paire vaudra toujours quelque chose. Et même, par exemple, quelqu'un qui l'a acheté, mais qui ne sait pas qui est Hiroshi Fujiwara, quand il veut la revendre, il voit le prix, il va la revendre à ce prix-là. Il va dire, oui, mais c'est la fragment Jordan 1. Même s'il peut pas te dire qui est Hiroshi Fujiwara, il sait que la paire, elle a telle valeur. Et c'est ça, en fait, la commodité du streetwear. C'est le dénominateur commun de cette commodification, c'est la culture et la connexion émotionnelle entre un produit et son audience. Quelque chose qui pourrait se rapprocher à du mass producing comme Nike, tu vois. Je sais pas, collaborer avec une grosse marque, c'est arrivé, ou avec des gens comme Riccardo Tisci ou des gens comme ça. Mais après, c'est pas une collab avec Versace ou des collabs de nom, quoi. Mais après, franchement, je sais pas. Est-ce que ça va pas dénaturer la marque Suprême? Est-ce que ça va pas dénaturer LV? Je sais pas encore, là c'est encore trop frais. Genre la speedrunner avec le motif camo, bleu, rose là. Je pense que ça peut donner un vrai délire, t'as allé où? Ah, moi je pense Gucci. Gucci. Ah, Gucci. Gucci et qui en streetwear? Tu mettrais qui? Ah, je mettrais le Suprême aussi, hein. Allez, Ah, Gucci Suprême. Ah, Ce serait lourd. ah, lourd. Je pense pas, parce que Suprême en termes de streetwear, enfin vous voyez, t'es là tous les jeudis, tous les lundis, c'est le truc, tu vois. Donc je pense pas que, même s'il pouvait y avoir un autre truc, je sais pas, enfin même Velo Nike, tu vois, c'est pas pareil. Même là, il y a les Off-White Jordan, c'est pas pareil. C'est Suprême et Louis Vuitton, tu vois. À la rigueur, ça aurait peut-être pu être Suprême Gucci, peut-être il aurait pu avoir un truc. En tout cas, pour moi, je pense qu'il fallait Suprême. Les gens qui sont touchés par cette collab, c'est Suprême qui attire plus que Vuitton. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de super clients Vuitton dans la queue de ce matin. Ils sont venus, ils ont eu peur en fait. Je te jure, ils sont venus. Ça s'est bien passé. Ouais, c'était cool, hein. C'était cool. Les sont venus, ils sont partis. Donc voilà, j'espère que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, à les poser dans les commentaires ou à m'envoyer en DM à mon Instagram @kumanboka. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-la avec des gens qui pourraient être intéressés. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.